Bonsoir. La question de la géométrie, ça n'est pas tellement une question qui va s'insérer dans cette chronologie à propos de laquelle vous avez déjà entendu quelques conférences, c'est-à-dire la formation peut-être de l'univers, des galaxies, des étoiles, du système solaire, de la Terre, tout ça s'établit dans une chronologie et dans une relation de cause à effet. Mais ce thème de la géométrisation de la physique, il est peut-être plus général, c'est-à-dire que aussi bien la physique newtonienne que la physique quantique, que la relativité, que la cosmologie, que les autres branches de la physique comme la thermodynamique, l'optique aussi, finalement nous proposent des lois, des modèles, des théories pour décrire ce qu'on appelle la réalité physique. Et ces lois, elles sont souvent présentées de manière géométrique, précisément. Alors, avec quelle géométrie? Avec quels outils géométriques? Mathématiques, finalement, parce que la géométrie est une branche des mathématiques. C'est plutôt à ce genre de questions que je vais m'intéresser, en essayant, bien sûr, de ne pas trop rentrer dans les détails techniques. Mais je crois qu'on ne peut pas faire de physique sans comprendre la géométrie. Et j'irai même plus loin, je crois que depuis qu'elle s'est créée, et même avant finalement, vous allez voir ce que je veux dire, la physique c'est de la géométrie. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à faire de la physique, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à essayer de construire des modèles, des représentations du monde, des théories, eh bien on l'a fait de manière géométrique. Quand je dis on, c'est tous les physiciens, mais même leurs prédécesseurs, en commençant par les philosophes de la nature grecs, par exemple. Et précisément, je crois que le moyen le plus simple de bien comprendre cette géométrisation, de comprendre aussi son histoire pour replacer son état actuel en comparaison de la manière dont nos prédécesseurs voyaient le monde, c'est peut-être le plus simple, c'est peut-être de commencer par l'Antiquité grecque. Puisque vous savez bien que notre civilisation, eh bien, elle est fondée en grande partie, c'est vrai pour la science, mais c'est vrai pour la morale, c'est vrai pour la politique, c'est vrai aussi d'une certaine manière pour l'économie, elle est fondée sur des réflexions qui, bien souvent, remontent à l'Antiquité grecque, et bien sûr d'autres civilisations, mais enfin quand même essentiellement grecques pour nous. Donc chez les Grecs, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y ait eu vraiment une science, mais on place quand même les origines de notre science dans l'Antiquité grecque. C'est-à-dire que je crois que ce qui est né en Grèce, ce n'est pas la science proprement dite, mais plutôt l'esprit scientifique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, difficile à situer précisément, mais peut-être vers le IVe siècle avant notre ère, à un moment donné, il y a eu un désir, en quelque sorte, d'expliquer plutôt que de raconter. C'est-à-dire de passer d'un mode de description du monde qui était plutôt le mode mythique, avec des grands récits mythiques précisément, des épopées, des histoires de la création du monde, des histoires de la création des dieux, qui d'ailleurs se confondaient souvent. Donc de passer d'un type de récit mythique dans lequel il n'y avait aucune exigence de rationalité finalement, c'était un autre point de vue, de faire une transition vers des récits qu'on pourrait qualifier, peut-être pas encore de scientifiques, mais au moins de pré-scientifiques, dans la mesure où on cherche à expliquer les choses, on cherche à expliquer les phénomènes par des causes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces causes? Eh bien, dans les premières tentatives, ça a été les choses les plus simples qu'on connaissait. C'est-à-dire, on voit que les Grecs, il faut bien se rendre compte, c'était une civilisation essentiellement rurale. Donc, on voit le vent qui fait tourner les ailes des moulins, on voit l'eau qui peut charrier des objets, on voit le feu qui fait bouillir l'eau et qui engendre des mouvements. Donc, au début, je dirais dans les premières conceptions qui étaient celles des présocratiques, l'idée, c'est qu'il y avait des sortes de principes fondamentaux, mais qui se confondaient avec précisément ces causes matérielles. Par exemple, ça pouvait être l'eau. Selon Thalès, par exemple, un des présocratiques,
tout était constitué d'eau et tout ce qui se produisait dans le monde était dû aux effets de l'eau. Alors l'eau, elle peut être sous forme solide, sous forme liquide, sous forme de vapeur, elle peut être en mouvement, elle peut entraîner quelque chose. Donc on peut la considérer comme un élément fondamental. Ou bien ça peut être l'air, ou bien le feu. Et puis finalement, on arrive à une conception un peu plus synthétique qui est celle d'Empédocle, qui déclare que le monde est composé de 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, la terre, l'air et le feu, qui se combinent, qui s'associent, qui sont en perpétuelle interaction, et que tout ce qu'il y a autour de nous est composé de ces 4 éléments qui, par leurs interactions et par leurs antagonismes aussi, sont à l'origine de tous les phénomènes que l'on voit. Bon. Et ensuite, étape suivante, c'est celle de Platon et de son disciple Aristote, qui vont, en utilisant ce premier matériel, tenter de donner une représentation rationnelle, en tout cas très expliquée, du monde. Et Aristote, souvent, on le considère comme aussi un des fondateurs de la science, dans la mesure où il a exprimé l'exigence que si l'on met sur pied une conception du monde, une représentation du monde, on doit la confronter à la réalité, par ce qu'aujourd'hui on appelle l'expérience ou l'observation. Et finalement, ceci, c'est le principe même de la méthode scientifique. C'est-à-dire, vous avez une idée pour représenter le monde, pour construire un modèle, une théorie, eh bien, cette idée, il faut la tester, il faut la confronter justement à la réalité, par le biais des observations et des expériences. Je crois que c'est ça qui véritablement constitue le noyau de ce qu'on appelle la science, de ce qu'on appelle la méthode scientifique. Chez Aristote, c'était encore exprimé d'une manière relativement vague et imprécise. Beaucoup plus tard, au XVIe, XVIIe siècle, ça deviendra explicitement l'exigence de ce qu'on appelle la méthode scientifique, et ce sera développé, commenté par des épistémologues et des philosophes. Mais en tout cas, ce qu'il y a de nouveau chez Platon et Aristote, c'est qu'il y a maintenant une volonté de représentation du monde. Je crois que c'est vraiment la naissance de l'esprit scientifique. Et dès ce moment-là, on voit qu'il y a une exigence de géométrie. Et Platon avait écrit sur le portail de son académie, qui était le lieu où il enseignait, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors que son ambition n'était pas de donner des cours de mathématiques, mais vraiment de faire comprendre la réalité du monde. Alors, pas seulement du monde matériel, puisque bien sûr il s'intéressait aussi au monde spirituel, mais je crois que cette phrase s'appliquait essentiellement à ce que finalement on appelle aujourd'hui la physique. La physique, c'est le mot grec physis qui veut dire nature. Donc quand on fait de la physique, on s'intéresse à la nature, à son fonctionnement, en tout cas à cette partie de la nature qu'on pourrait qualifier de matérielle. Et la nature matérielle, je ne vois pas d'autre définition d'en donner, qui est ce qui obéit aux lois de la physique. Donc évidemment, vous avez bien constaté que c'est un raisonnement un peu circulaire, c'est-à-dire la physique s'intéresse à la nature matérielle, et la nature matérielle, c'est ce dont peut parler la physique, mais je crois que c'est difficile d'en donner des définitions beaucoup plus précises. Donc Platon va utiliser la géométrie pour décrire le monde matériel. Alors je ne veux pas vous donner une description du monde tel que le décrivaient Platon et Aristote, en tout cas pas une description complète, de toute façon j'en serais bien incapable, mais quelques éléments qui sont intéressants. D'une part, Platon reprend cette idée des 4 éléments fondamentaux d'Empédocle, et ce qu'il fait d'original, c'est qu'il les associe précisément à des figures géométriques. Qu'est-ce qu'il va choisir comme figure géométrique? Il va choisir des figures géométriques relativement simples, et dans la géométrie qu'il connaît, se présentent à lui ce qu'on appelle aujourd'hui les polyèdres réguliers. Les polyèdres réguliers, qu'est-ce que c'est qu'un polyèdre? C'est un corps géométrique dans l'espace qui est constitué de faces, comme un cube ou un tétraèdre, et les polyèdres réguliers, ce sont les polyèdres dont toutes les faces sont équivalentes, comme celle d'un cube par exemple. Or, les mathématiciens savent, et savaient déjà à l'époque, que dans la nature, il n'en existe que 5. On les appelle aussi d'ailleurs les solides platoniciens. Ces 5 polyèdres, ce sont le cube, le tétraèdre, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre. Alors le dodécaèdre, pour le moment, on le met à part, et Platon prend